Alors la molécule dont vous voyez le modèle moléculaire à l'écran s'appelle l'acide salicylique. Elle porte ce nom car il dérive du nom latin du saule salix. C'est une molécule qui a des propriétés thérapeutiques, c'est un antipyrétique, elle permet de faire tomber la fièvre, et un analgésique, de lutter contre la douleur. Cette molécule possède deux groupes d'atomes particuliers, un groupe hydroxyle que vous avez ici dans la molécule, et un groupe carboxyle tout en haut. Le groupe carboxyle va conférer à la molécule des propriétés acides. Cette molécule n'est cependant plus utilisée comme antidouleur parce qu'elle provoque de violents maux d'estomac. Elle est cependant le précurseur d'une molécule bien connue qui s'appelle l'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine. C'est le chimiste Felix Hoffmann qui, à la fin du XIXe siècle, eut l'idée de faire réagir le groupe hydroxyle de l'acide salicylique pour faire une réaction d'acétylation et la transformer en une molécule d'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire d'aspirine. Et voici le modèle moléculaire de cette molécule d'aspirine, acide acétylsalicylique. C'est un des médicaments les plus fabriqués au monde, 120 milliards de comprimés par an. Comme beaucoup de médicaments, l'aspirine possède des effets indésirables. En particulier, c'est une molécule qui est déconseillée fortement aux hémophiles car l'aspirine fluidifie le sang et va donc ralentir la coagulation et peut provoquer des hémorragies graves chez les hémophiles. De plus, c'est une molécule qui est agressive pour la paroi de l'estomac, donc déconseillée aux personnes qui souffrent d'ulcères. Alors, pour commencer, on va voir que différentes formules permettent de décrire une molécule. Tout d'abord, dans un modèle moléculaire, chaque atome est modélisé par une boule de taille et de couleur déterminée. On utilise des sphères noires pour les atomes de carbone, des rouges pour les atomes d'oxygène et des blanches pour les hydrogènes. La formule brute indique la nature et le nombre des atomes de la molécule, et dans une formule semi-développée, les liaisons sont représentées par des tirets entre les symboles des atomes, excepté celles engagées par les atomes d'hydrogène. On va s'intéresser tout d'abord à la molécule d'acide lactique. Cette molécule, vous la connaissez, elle est produite lors d'un effort physique et elle va être responsable des courbatures. La deuxième molécule est la molécule d'ibuprofène. C'est un médicament utilisé comme analgésique, c'est-à-dire pour diminuer la douleur. Avant de poursuivre, prenez un crayon de couleur pour repérer en rouge tous les atomes d'oxygène. On va commencer par la formule brute de l'acide lactique. Je vais compter le nombre d'atomes de carbone. Il y en a 1, 2 et 3. Autant d'atomes d'oxygène, 1, 2 et 3. Et les atomes d'hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'où la formule brute, C3, H6, O3. Dans une formule développée, toutes les liaisons chimiques sont représentées par des tirets. Alors l'inconvénient, c'est que lorsque les molécules deviennent un peu grandes, ça devient vite fastidieux, un peu long à représenter. Et c'est pour ça que cette année, on va plutôt utiliser des formules semi-développées qui vont être beaucoup plus rapides à écrire, parce que tous les atomes d'hydrogène vont être rattachés à l'atome auquel ils sont liés. Alors on va s'entraîner sur cet exemple plus simple, on va écrire la formule semi-développée associée. On va commencer par cette extrémité-là de la molécule, avec cet atome de carbone. Cet atome de carbone est lié à 3 atomes d'hydrogène que l'on va rattacher à l'atome de carbone, donc on va écrire CH3. Cet atome de carbone est lié à un atome de carbone adjacent. Cet atome de carbone est lié à 2 atomes d'hydrogène, donc CH2. Et si je regarde, cet atome de carbone va être lié à celui-ci, qui n'est lié qu'à un atome d'hydrogène. Donc je vais écrire CH. Cet atome de carbone que je viens de surligner en jaune va être lui-même lié à 2 autres atomes de carbone. La molécule est ramifiée, ces 2 atomes de carbone ne sont pas les uns à la suite des autres. Et chacun de ces 2 autres atomes de carbone va être lié à 3 atomes d'hydrogène. Donc j'écris CH3, CH3. Voici un deuxième exemple. Prenez une feuille de brouillon, mettez la vidéo sur pause et écrivez-moi la formule semi-développée associée à cette formule développée. Alors, vous avez terminé. En écrivant la molécule de gauche à droite, comme tout à l'heure, on va obtenir CH3. L'atome de carbone à l'extrémité gauche va être lié à un atome de carbone qui va être lié lui-même à 2 groupes CH3, un en haut, un en bas, et à droite, un atome de carbone qui est lui-même lié à 2 atomes d'hydrogène et un dernier atome de carbone,
lié lui-même à 3 atomes d'hydrogène. Donc voyez aussi l'avantage de la formule semi-développée, elle est aussi beaucoup plus lisible que la formule développée. Passons à la formule semi-développée de l'acide lactique maintenant. Je vais commencer par la partie gauche de la molécule. On trouve un atome de carbone qui est lié à 3 atomes d'hydrogène, CH3. Cet atome de carbone est lié à sa droite à un autre atome de carbone, lié à un seul atome d'hydrogène, donc CH. Cet atome de carbone est aussi lié vers le haut à un atome d'oxygène, lié à un hydrogène. L'atome de carbone central est lié à sa droite à un atome de carbone. Celui-ci est lié par une liaison double à un atome d'oxygène et par une liaison simple à un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène. Alors vous allez faire le même travail pour la molécule d'ibuprofène et déterminer sa formule brute et sa formule semi-développée au brouillon. Pour cela, vous mettez la vidéo sur pause. Pour la formule brute de l'ibuprofène, vous avez dû compter 13 atomes de carbone, 18 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Pour la formule semi-développée, c'est un peu plus difficile parce que la molécule comporte un cycle. Vous avez vu l'hexagone ici avec 6 atomes de carbone au centre de la molécule. On va commencer comme d'habitude par la partie gauche de la molécule, en commençant par 7 atomes de carbone que j'ai surlignés en jaune. Il est lié à 3 atomes d'hydrogène, donc CH3. Cet atome de carbone est lié à un atome de carbone lui-même lié à un seul atome d'hydrogène, donc CH, et un autre atome de carbone lié à 3 hydrogènes, donc CH3. Je poursuis vers la droite, on trouve un carbone lié à 2 hydrogènes, et puis un atome de carbone qui fait partie du cycle. Je vais commencer par décrire le cycle par le haut. L'atome de carbone est lié à un atome de carbone lié à un hydrogène, puis par une liaison double un autre atome de carbone lié à un hydrogène, une liaison simple, un atome de carbone qui n'est pas lié à d'autres hydrogènes, puis je continue le cycle, un atome de carbone lié à un hydrogène, une liaison simple, à nouveau un CH, et je ferme le cycle par une liaison double. Je poursuis vers la droite, on trouve un CH, vers le haut un groupe CH3, toujours vers la droite, l'atome de carbone était lié à un atome de carbone lui-même lié par une liaison double à un atome d'oxygène et par une liaison simple, un atome d'oxygène lui-même lié à un atome d'hydrogène. Une fois la formule semi-développée écrite, il est bon de procéder à quelques vérifications, en particulier que les valences des atomes ont bien été respectées. La valence de l'atome du carbone est égale à 4, c'est-à-dire que l'atome de carbone est engagé dans 4 doublés liants. On peut le vérifier par exemple sur cet atome de carbone que j'ai surligné en bleu. Il est bien lié à 2 atomes de carbone par des liaisons simples, donc 2 doublés liants, plus une liaison double avec un autre atome de carbone, donc 4 doublés liants en tout. Cela marche aussi pour cet atome de carbone qui est lié par une liaison simple à un autre atome de carbone et par 3 autres liaisons simples à des atomes d'hydrogène, donc une valence qui est bien égale à 4. Cette vérification peut être effectuée pour chacun des atomes de carbone de l'ibuprofène et on peut vérifier que ça marche aussi pour les atomes d'oxygène. Les atomes d'oxygène, eux, ont une valence qui est égale à 2. Elle est bien vérifiée pour les 2 atomes d'oxygène à l'extrémité droite de la molécule. L'enchaînement des atomes de carbone d'une entité organique constitue son squelette carboné lorsqu'il ne présente pas de double ou de triple liaison carbone-carbone et qu'il ne se referme pas sur lui-même pour former un cycle. Le squelette carboné est dit saturé. Si on regarde la molécule d'acide lactique, il n'existe que des liaisons simples entre les atomes de carbone. De plus, cette molécule ne comporte pas de cycle, c'est donc une molécule avec un squelette carboné saturé. Ce n'est pas le cas pour la molécule d'ibuprofène. Son squelette carboné comporte un cycle et de plus, il existe des liaisons doubles carbone-carbone. Cette molécule n'est pas saturée, on dit que son squelette carboné est insaturé. On va définir ce qu'est un groupe caractéristique et en étudier quelques-uns. Dans une molécule, un groupe caractéristique, c'est un groupement spécifique d'atomes qui ne contient pas uniquement des atomes de carbone et d'hydrogène.
Alors, quand vous voyez dans une molécule un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène, il s'agit du groupe hydroxyle. Une telle molécule va appartenir à une famille qu'on appelle la famille des alcools, dont la formule générale est ROH. R ici, ce n'est pas le symbole d'un atome, mais désigne un groupe constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène. Un autre groupe important est le groupe carbonyle, CO. On le retrouve dans deux familles de composés, les aldéhydes et les cétones. On va commencer par les aldéhydes. Dans un aldéhyde, le groupe carbonyle va être en bout de chaîne. Donc l'atome de carbone du groupe carbonyle va être lié à un atome d'hydrogène. Alors que dans une cétone, le groupe carbonyle va être à l'intérieur de la chaîne carbonée. L'atome de carbone du groupe carbonyle va être lié à deux autres atomes de carbone dans les groupes R et R'. Donc, pour résumer, les aldéhydes et les cétones ont le même groupe caractéristique, mais ce sont deux familles différentes. Pour les aldéhydes, le groupe carbonyle est en fin de chaîne carbonée, alors que pour les cétones, le groupe carbonyle ne va pas être en fin de chaîne carbonée. Dernier groupe caractéristique au programme de la première, c'est le groupe carboxyle, C double liaison O, OH. La famille s'appelle la famille des acides carboxyliques. Alors bien faire attention, un groupe carboxyle, c'est un groupe à part entière. Ce n'est pas l'association d'un groupe carbonyle plus d'un groupe hydroxyle. Les propriétés chimiques des acides carboxyliques vont être différentes de celles des alcools, des aldéhydes ou des cétones. C'est à vous de jouer maintenant, vous allez compléter le tableau. Vous allez tout d'abord entourer dans chaque formule semi-développée le groupe caractéristique, puis après vous allez nommer ce groupe caractéristique et indiquer la famille associée. Mettez la vidéo sur pause pour pouvoir faire ce petit travail. Voilà, on va corriger. J'entoure dans la première molécule le groupe caractéristique. Le voici. Il s'agit du groupe carboxyle. Et la famille, la molécule appartient à la famille des acides carboxyliques. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont répondu qu'il y avait un groupe carbonyle plus un groupe hydroxyle, c'est faux. Je vous rappelle, le groupe carboxyle, c'est un groupe à part entière. Deuxième molécule, voici le groupe caractéristique. Et vous avez reconnu ici qu'il s'agissait du groupe hydroxyle. Nom de la famille, c'est un alcool. On reconnaît ici le groupe carbonyle. L'atome de carbone du groupe carbonyle est lié à un autre atome de carbone et un atome d'hydrogène. Ce groupe carbonyle est donc en bout de chaîne. Il s'agit donc d'un aldéhyde. On retrouve ce même groupe carbonyle dans la molécule suivante. Mais cette fois-ci, l'atome de carbone de ce groupe carbonyle est lié à deux autres atomes de carbone. Ce groupe carbonyle n'est donc plus en bout de chaîne. Il s'agit cette fois-ci d'une cétone. Dernière molécule. À nouveau un groupe carbonyle. Et il s'agit d'un aldéhyde. Le groupe carbonyle est en bout de chaîne. Dans ce paragraphe, on va s'intéresser aux règles de nomenclature de base. Alors la nomenclature, ça consiste à savoir nommer les molécules, leur donner un nom. Toutes les règles de nomenclature en chimie dérivent de la nomenclature des alcanes. On va commencer donc par étudier la nomenclature de ces molécules. Alors qu'est-ce qu'on appelle un alcane? Un alcane linéaire a pour formule brute CnH2n+2, c'est-à-dire s'il y a petit n atomes de carbone, où petit n bien sûr est un nombre entier, il va y avoir 2n+2 atomes d'hydrogène. Donc ça possède un squelette carboné qui est saturé, il ne va pas y avoir de double ou de triple liaison carbone-carbone, ni de cycle d'ailleurs. Le nom des alcanes linéaires est issu de racines grecques ou latines. La molécule de méthane possède un seul atome de carbone, elle va avoir pour formule brute CH4. La molécule d'éthane, deux atomes de carbone, donc C2, et comme nombre d'atomes d'hydrogène, on utilise la formule 2n+2, ici petit n est égal à 2, donc 2 fois 2, 4 plus 2, 6, donc formule brute C2H6.
Formule semi-développée dans la colonne de droite, CH3, CH3. Propane, 3 atomes de carbone, donc C3H, 2 x 3, 6, plus 2, 8. Formule semi-développée, CH3, CH2, CH3. Butane, 4 atomes de carbone, C4H10. Pentane, 5. Hexane, 6. Heptane, 7. Octane, 8. Vous devez savoir nommer les alcanes linéaires jusqu'à 8 atomes de carbone. Un moyen mémotechnique pour mémoriser les 5 premiers alcanes linéaires. Il faut se rappeler de la phrase « Maman est partie ». Bébé pleure. Le premier mot commence par la lettre M, comme le méthane, premier alcane linéaire, le deuxième par E comme l'éthane, 2 atomes de carbone, troisième mot propane, 3 atomes de carbone, B comme butane, 4 atomes de carbone, et le cinquième mot commence par un P, comme le pentane, qui possède 5 atomes de carbone. Alors toutes les molécules ne sont pas linéaires, certaines vont présenter des ramifications qu'il faudra savoir nommer. Et pour cela, donc, on va définir ce qu'on appelle des groupes alkyles qui vont permettre de nommer ces ramifications. Un groupe alkyle, c'est un ensemble d'atomes issus d'un alcane dont on a retiré un atome d'hydrogène. Son nom est construit à partir du nom de l'alcane correspondant en remplaçant le suffixe -ane par le suffixe -ile. Ainsi, une ramification avec un atome de carbone aura pour formule brute CH3 et ça s'appellera le groupe méthyle. 2 atomes de carbone, le groupe éthyle, et 3 atomes de carbone, le groupe propyle. Alors maintenant, on a tous les éléments pour pouvoir écrire le nom d'un alcane ramifié. La première étape, ça sera de rechercher la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue dans la molécule. Elle sera nommée de la même façon que l'alcane linéaire ayant le même nombre d'atomes de carbone. Puis après, on numérotera cette chaîne principale de telle sorte que les atomes de carbone portant des ramifications aient les numéros les plus petits possibles. Puis après, on pourra écrire le nom de l'alcane qui va être constitué du nom des ramifications, c'est-à-dire les groupes alkyles, indiqués dans l'ordre alphabétique et précédés de leur indice de position. Puis après, on indiquera le nom de l'alcane linéaire correspondant à la chaîne principale. Lorsque le même substituant apparaît plusieurs fois, on lui ajoute un préfixe multiplicatif, di pour 2, tri pour 3, tétra pour 4. Ce préfixe multiplicateur n'intervient pas dans la détermination de l'ordre alphabétique des groupes alkyles. Alors ces règles ne sont pas à prendre par cœur, il faut juste savoir les utiliser. Pour cela, on va travailler sur quelques exemples. On va commencer par compléter le tableau ci-dessous en dessinant la formule semi-développée des alcanes dont le nom est donné. On va commencer par le 4-éthyl-2-méthylheptane. On trouve au début le nom des ramifications avec les terminaisons -ile, suivi de la chaîne carbonée principale avec la terminaison -ane. Je vais commencer par écrire le squelette carboné de la molécule et je rajouterai les atomes d'hydrogène à la fin. Cet alcane dérive de l'heptane, heptane 7 atomes de carbone dans la chaîne carbonée principale, que je représente. Je vais numéroter maintenant les atomes de carbone. Je vais maintenant rajouter la ramification éthyle en position 4. Éthyle, rappelez-vous, c'est 2 atomes de carbone. Et il y a une ramification méthyle en position 2. Méthyle, 1 atome de carbone. La voici. Il reste maintenant à rajouter les atomes d'hydrogène. Pour cela, on va utiliser le fait que l'atome de carbone est tétravalent. Il est entouré de 4 doublés liants. Le premier atome de carbone n'est entouré que d'un seul doublé liant. Je vais donc rajouter 3 atomes d'hydrogène. Le numéro 2 est déjà entouré de 3 doublés liants. Je lui rajoute un hydrogène. Celui du dessus, j'en rajoute 3. Et ainsi de suite pour le reste de la molécule. Donc, pour reprendre mon code couleur, la chaîne carbonée principale avec 7 atomes de carbone et les 2 ramifications, la ramification éthyle en position 4 et la ramification méthyle
en position 2. Le 2,2 diméthylbutane maintenant, donc les ramifications avec la terminaison -il et la chaîne carbonée principale avec la terminaison -ane. Cet alcane dérive du butane, donc 4 atomes de carbone dans la chaîne carbonée principale. Je numérote cette chaîne carbonée principale. Et je vais rajouter maintenant les deux ramifications méthyle qui sont toutes les deux en position 2. Ramification méthyle, un atome de carbone. Une vers le haut, une vers le bas. Je rajoute maintenant les atomes d'hydrogène en respectant la tétravalence du carbone, donc 3 ici sur le carbone numéro 1. L'atome de carbone numéro 2 a déjà ses 4 doublés liants. J'en rajoute 3 en haut, 3 en bas. 2 sur le carbone numéro 3 et 3 sur le carbone numéro 4. Donc pour résumer, la chaîne carbonée principale avec 4 atomes de carbone qui dérivent du butane et puis les deux ramifications méthyle en position 2. Je vous laisse faire la dernière molécule, mettez la vidéo sur pause et cherchez sa formule semi-développée au brouillon. Alors il s'agit du 4-éthyl 2,3-diméthyle, ça c'est les ramifications, et puis hexane, la chaîne carbonée principale. On va commencer par représenter la chaîne carbonée principale. Elle dérive de l'hexane, donc 6 atomes de carbone. Je la numérote. On trouve plusieurs ramifications. Une ramification éthyle, donc avec 2 atomes de carbone en position 4. Et 2 ramifications méthyle, donc avec un seul atome de carbone en position 2 et 3. Je rajoute maintenant les hydrogènes. La chaîne carbonée principale et les ramifications. La ramification éthyle en position 4 et les ramifications méthyle en position 2 et 3. Maintenant, il faut savoir faire le contraire, c'est-à-dire à partir de la formule semi-développée de la molécule, il faut donc savoir écrire le nom de celle-ci. Je vais commencer par identifier la chaîne carbonée la plus longue. Alors attention, la chaîne carbonée la plus longue, c'est pas toujours la chaîne carbonée qui est horizontale. Donc la voici, une chaîne carbonée avec 4 atomes de carbone. Et puis, 3 ramifications que je surligne ici en vert. Alors je peux numéroter la chaîne carbonée principale de gauche à droite, ainsi. Ou bien de droite à gauche, comme cela. Alors, avec la numérotation rouge, les ramifications vont avoir pour indice 2, 2 et 3. J'ai 2 ramifications CH3 liées au carbone numéro 2, et la dernière est liée au carbone numéro 3. Avec la numérotation bleue, ça donnerait première ramification va porter le numéro 2, et puis après, je vais me retrouver avec 2 ramifications CH3 qui vont porter le numéro 3. Je vais donc conserver la numérotation qui permet d'avoir les indices les plus petits. Donc je vais conserver la numérotation rouge. Je vais commencer par nommer les ramifications. J'ai 3 groupes méthyle qui sont en position 2, 2 et 3. Donc je vais avoir comme nom 2,2,3. Je sépare les indices par une virgule, tiré. Il y a 3 groupes méthyle, donc je rajoute tri pour 3, méthyle. Et maintenant, je vais rajouter le nom de la chaîne carbonée principale qui dérive donc d'un alcane avec 4 atomes de carbone. Il s'agit du butane. Donc 2,2,3 triméthyl butane. Donc les ramifications.
et la chaîne carbonée principale. Dans la molécule suivante, je vais commencer par identifier la chaîne carbonée principale, une chaîne carbonée donc qui va avoir 5 atomes de carbone. Et puis je vois apparaître 3 ramifications. Pour minimiser les indices, on va numéroter la chaîne carbonée principale de droite à gauche. Ainsi, la première ramification va porter le numéro 2, alors que si on avait numéroté de gauche à droite, la première ramification rencontrée aurait porté le numéro 3. Alors je vous laisse nommer cette molécule. Faites attention, les ramifications, on les met dans l'ordre alphabétique. Donc mettez la vidéo sur pause. Alors si on regarde ces ramifications, on a des ramifications avec un seul atome de carbone, donc des ramifications méthyle, et une ramification avec 2 atomes de carbone, donc une ramification éthyle. Donc par ordre alphabétique, la ramification éthyle va venir avant la ramification méthyle. Donc la ramification éthyle est en position 3, donc j'écris 3-éthyle, et après j'ai 2 ramifications méthyle qui sont en position respectivement 2 et 3. Donc 2,3 tiré, comme j'ai 2 ramifications méthyle, je mets le préfixe di pour 2, méthyle. Ça y est, j'ai nommé toutes les ramifications, donc il ne reste plus qu'à nommer la chaîne carbonée principale avec 5 atomes de carbone, donc ça dérive du pentane. 3-éthyle, 2,3-diméthylpentane. Les ramifications et la chaîne carbonée principale. Dernière molécule, je vous laisse faire tout le travail. Faites attention, il y a un petit piège pour la chaîne carbonée principale. Je vous laisse mettre la vidéo à nouveau sur pause. Vous avez donc vu le petit piège, c'est que la chaîne carbonée principale, c'est pas la chaîne horizontale. La chaîne horizontale comporte 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, alors que l'on peut trouver une chaîne plus longue. Si je prends cette chaîne-là, elle comporte un atome de carbone de plus, 5 atomes de carbone en tout. Il va donc y avoir 2 ramifications, des ramifications méthyle, CH3. Je vais numéroter cette chaîne principale de gauche à droite pour minimiser les indices. Ainsi, la première ramification rencontrée va porter le numéro 2, alors que si j'avais numéroté de droite à gauche, la première ramification rencontrée aurait porté le numéro 3. Je commence par nommer les ramifications. J'ai 2 ramifications CH3, donc 2 ramifications méthyle qui sont en position 2 et 3. Donc 2,3 tiré, 2 ramifications identiques, donc diméthyle. J'ai nommé toutes les ramifications. Il me reste à nommer la chaîne carbonée principale avec 5 atomes de carbone, donc pentane. Les ramifications, la chaîne carbonée principale. Alors maintenant, on va étudier la nomenclature des familles fonctionnelles que l'on avait découvertes tout à l'heure. Alors rassurez-vous, cette nomenclature dérive de celle des alcanes, donc il va y avoir pas grand-chose de nouveau à apprendre. Le nom des molécules organiques est de la forme préfixe, racine, suffixe. Le préfixe, en début de nom, indique la nature, la position de chaque groupe alkyle et halogène, classé dans l'ordre alphabétique. La racine indique le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale, celle qui contient le carbone fonctionnel, et le suffixe indique la famille fonctionnelle. Le nom de la molécule est donc obtenu en remplaçant le E final du nom de l'alcane correspondant à cette chaîne principale par le suffixe caractéristique de la classe fonctionnelle. Lorsque la chaîne carbonée est ramifiée, les groupes alkyles figurent en préfixe. Là aussi, inutile d'apprendre ces règles par cœur, l'important c'est de savoir les appliquer. Commençons par la famille des alcools, dont le groupe caractéristique est le groupe hydroxyle, et on va terminer le nom de la molécule par la terminaison -ol, c'est ce qu'on appelle le suffixe. Je commence par repérer le groupe hydroxyle, le voici, et je vais surligner en bleu la chaîne carbonée principale. La chaîne carbonée principale, c'est la chaîne carbonée la plus longue qui contienne le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le carbone qui est lié au groupe hydroxyle. Donc voici la chaîne carbonée principale ici.
Je vais maintenant numéroter cette chaîne carbonée principale de telle sorte que le carbone fonctionnel porte l'indice le plus petit. Donc je vais numéroter ici de droite à gauche. Ainsi, le carbone fonctionnel porte l'indice 2. Si j'avais numéroté de gauche à droite, il aurait porté l'indice numéro 3. Il suffit maintenant de récapituler tous les éléments. La chaîne carbonée principale possède 4 atomes de carbone, elle dérive donc du butane. C'est un alcool, donc je vais utiliser la terminaison ol en précisant l'indice de position du carbone fonctionnel, butane 2, et donc j'indique la terminaison ol pour indiquer qu'il s'agit d'un alcool, butane 2-ol. Famille des aldéhydes maintenant, avec le groupe carbonyle, c'est le groupe C double liaison O, et rappelez-vous, dans la famille des aldéhydes, le groupe carbonyle est toujours en bout de chaîne. L'atome de carbone fonctionnel est lié aussi à un atome d'hydrogène. Donc je repère ici le groupe carbonyle. Je vais surligner la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue qui contienne le carbone fonctionnel. La voici. Et je vois qu'il y a une ramification sur cette chaîne carbonée principale. Je vais numéroter maintenant la chaîne carbonée principale de telle sorte que le carbone fonctionnel porte l'indice le plus petit. Je vais donc numéroter de droite à gauche. Il ne reste plus qu'à rassembler tous les éléments. On va commencer par numéroter les ramifications. Donc ramification méthyle en position 3. 3-méthyle. La chaîne carbonée principale possède là aussi 4 atomes de carbone. Elle dérive donc du butane. C'est un aldéhyde. Je vais rajouter la terminaison al. 3-méthylbutanal. Alors vous vous êtes peut-être posé la question, pourquoi ne précise-t-on pas l'indice de position pour le groupe carbonyle? En fait, comme c'est un aldéhyde, l'indice de position sera toujours l'indice 1, donc il est ici omis. On retrouve à nouveau ce groupe carbonyle dans la famille des cétones. Donc ce qui distingue un aldéhyde d'une cétone, c'est que cette fois-ci, le groupe carbonyle ne va pas être en bout de chaîne. L'atome de carbone fonctionnel va être lié à 2 autres atomes de carbone. Je surligne la chaîne carbonée principale qui contient le carbone fonctionnel, et en vert, la ramification. Je numérote la chaîne carbonée principale de telle sorte que le carbone fonctionnel porte l'indice le plus petit, donc de droite à gauche à nouveau. On commence par nommer les ramifications, donc une ramification méthyle en position 5, 5-méthyle. La chaîne carbonée principale possède 6 atomes de carbone, elle dérive de l'hexane. Le groupe carbonyle est en position 2, donc ici je vais préciser l'indice de position, et je rajoute la terminaison pour les cétones, c'est-à-dire la terminaison on. 5-méthyle, hexane de on. Et pour terminer, les acides carboxyliques, je retrouve ici le groupe carboxyle. Voici la chaîne carbonée principale, qui contient le carbone fonctionnel, celui du groupe carboxyle, et une ramification. Je numérote la chaîne carbonée principale, de telle sorte que le carbone fonctionnel porte l'indice le plus petit. Donc dans les remarques, le nom d'un acide carboxylique est précédé du mot acide, et comme le carbone fonctionnel va toujours porter l'indice numéro 1, il ne sera pas précisé. D'où le nom de cette molécule, acide, puis après on nomme la ramification, qui est en position 2, 2-méthyle. La chaîne carbonée principale possède 3 atomes de carbone, elle dérive du propane. Et il ne reste plus qu'à rajouter le suffixe des acides carboxyliques, c'est le suffixe oïque. Acide 2-méthylpropanoïque. Alors, avant de poursuivre, regardez la vidéo du livre, dont le lien est donné sur le site, qui présente la spectroscopie infrarouge.
La spectroscopie infrarouge renseigne sur la nature des liaisons présentes dans une molécule et permet d'en identifier les groupes caractéristiques. Alors, sur un spectre infrarouge, en abscisse, on trouve une grandeur qui s'appelle le nombre d'ondes et qui s'exprime en centimètres-1. Le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde du rayonnement infrarouge qui va traverser la substance étudiée. Une petite particularité des spectres infrarouges, c'est qu'en abscisse, l'axe est orienté vers la gauche. En ordonnée, on trouve une grandeur qui s'appelle la transmittance, qui est soit graduée de 0 à 1, soit de 0 à 100% sous forme de pourcentage. Une transmittance qui est égale à 100%, ça signifie que 100% du rayonnement infrarouge a traversé la substance étudiée, donc il n'a pas été du tout absorbé. Et quand la transmittance devient faible, ça signifie que le rayonnement infrarouge va être fortement absorbé. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans un spectre infrarouge, c'est que les bandes d'absorption pointent vers le bas. Vous l'avez vu dans la vidéo du livre, lorsqu'un rayonnement infrarouge va être absorbé par une molécule, certaines liaisons de la molécule vont se mettre à vibrer. Donc cette année, on s'intéressera surtout à la zone 1 qui va de 1500 cm-1 à 4000 cm-1, qui va correspondre aux bandes d'absorption des liaisons des groupes caractéristiques. La zone 2, qui va de 400 à 1500 cm-1, ne sera donc pas interprétée cette année. C'est ce qu'on appelle la zone des empreintes digitales. Et il est difficile d'interpréter les bandes trouvées parce que ça correspond à des modes de vibration complexes de la chaîne carbonée. Cette zone est cependant très importante car elle permet d'identifier la substance analysée par comparaison au spectre infrarouge enregistré dans une base de données par traitement informatique. Il faut donc un ordinateur pour pouvoir interpréter et identifier une molécule en utilisant cette zone. Si on fait l'analogie avec la police scientifique, les enquêteurs, à partir d'une empreinte digitale, vont pouvoir identifier l'individu en comparant cette empreinte digitale à celles qui sont contenues dans une base de données informatique. Et c'est un petit peu la même chose pour les molécules organiques. Dans cette zone appelée empreinte digitale, chaque molécule va avoir des bandes d'absorption qui vont être bien spécifiques, différentes d'une autre molécule, et qui vont permettre de l'identifier avec certitude. La liaison CO est présente à la fois dans les acides carboxyliques, dans les aldéhydes et les cétones. Elle se traduit dans un spectre infrarouge par une bande CO qui va être très intense et fine. Alors, comment distinguer un acide carboxylique d'un aldéhyde ou d'une cétone sur un spectre infrarouge? Dans un acide carboxylique, on va trouver aussi dans le groupe carboxyle une liaison OH. Et la bande d'absorption OH des acides carboxyliques va être centrée sur 3100 cm-1. Ça va être une bande qui va être très forte et extrêmement large. Dans un aldéhyde, le carbone fonctionnel est aussi lié à un atome d'hydrogène. On a donc une liaison CH. On va observer dans le spectre infrarouge d'un aldéhyde deux bandes CH vers 2750-2900 cm-1 qui vont donner lieu à deux bandes d'absorption fine et d'intensité moyenne. Dans une cétone, par contre, on ne verra bien sûr ni ces bandes d'absorption CH, ni cette bande OH qu'on trouvait dans les aldéhydes ou dans les acides carboxyliques. Seule la bande d'absorption CO, vers 1700 cm-1, forte et fine, sera apparente sur le spectre. Pour les alcools, la bande OH est centrée sur 3300 cm-1. Elle est forte et large, mais moins large que la bande OH des acides carboxyliques. Cette table infrarouge n'est pas à prendre par cœur, elle vous sera rappelée dans les exercices. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et vous allez essayer d'analyser les deux spectres infrarouges suivants. Alors, vous avez trouvé? On va commencer par analyser le spectre de gauche. Je vous rappelle qu'on n'essaie pas d'analyser les bandes d'absorption qui se situent en dessous de 1500 cm-1. C'est la zone des empreintes digitales pour le premier spectre, comme pour le second. Sur le premier spectre, on voit une bande d'absorption vers 3300 cm-1. Cette bande d'absorption est due à la vibration de la liaison OH d'un alcool. La bande d'absorption que l'on voit juste un peu en dessous de 3000 cm-1 est une bande d'absorption
qui est due à la vibration de la liaison CH. Des liaisons CH, on en trouve dans toutes les molécules organiques, donc cette bande d'absorption se trouve dans tous les spectres infrarouges que l'on va rencontrer, elle n'apporte pas d'informations particulières. Donc, il s'agit d'un alcool, car présence d'une bande d'absorption, vers 3300 cm-1, forte et large. Sur le spectre de droite, on voit apparaître une bande très large, centrée cette fois-ci sur 3000 cm-1. Il s'agit à nouveau d'une bande OH, mais cette fois-ci d'un acide carboxylique. C'est confirmé aussi par la présence de cette bande intense et relativement fine vers 1700 cm-1, qui est due à l'absorbance de la liaison CO que l'on trouve aussi dans le groupe carboxyle. Donc il s'agit d'un acide carboxylique. Car d'une part on trouve une bande OH large centrée sur 3000 cm-1 et d'autre part une bande CO intense vers 1700 cm-1. Pour vous entraîner à utiliser les règles de nomenclature, je vous ai rajouté en page 3 un QR code qui mène à une animation. Prenez une feuille de papier à côté de vous et il va falloir identifier la famille à laquelle appartient la molécule et aussi déterminer son nom. Une fois que vous l'avez fait, vous cochez la famille que vous avez déterminée. Donc ici, il s'agit d'un acide carboxylique. Et par la même occasion, vous allez pouvoir vérifier le nom. Alors, cette animation utilise des formules qu'on appelle des formules topologiques. Je vous ai mis 2 vidéos qui vont vous expliquer à quoi correspondent ces formules topologiques et surtout quel est leur intérêt.